L'instant débat fait croiser sur Eden Télévision et Diaspora FM. Vous le savez, hein, l'aspiration du chef de l'État, le président Patrice Talon, à être porté en triomphe à la fin de son mandat, obéit à des exigences sans lesquelles son souhait risquerait de devenir un simple vœu pieux. Y a-t-il un Béninois au jour d'aujourd'hui qui souhaite qu'il échoue, que le gouvernement échoue dans ses initiatives? Sans un sondage, on peut affirmer, on peut répondre par la négative, parce que tous les Béninois souhaitent que le gouvernement, le chef de l'État, réussisse à la tête de notre pays pour le bien de plus de 10 millions d'habitants que nous constituons. Le gouvernement a annoncé les grands travaux pour 2018, pour cette année. Cette année 2018 sera-t-elle vraiment l'année des grandes réalisations? Quels signaux favorables? C'est le thème que nous abordons dans ce numéro de Faits croisés sur ce plateau. Deux invités, Séphrin Aouga, il est analyste politique et activiste sur les réseaux sociaux. Bonjour Séphrin. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous les téléspectateurs d'Eden TV. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Merci à vous. Face à vous, Paulin Vissot, il est consultant spécialiste des questions économiques. Bonjour Paulin. Bonjour Tranquilla. Première question à vous, Séphrin Aouga, le chef de l'État, rêve qu'on le porte en triomphe à la fin de son mandat. Pose-t-il des actes qui concourent à cette ambition? Merci pour cette question. D'entrée de jeu, je dirais que n'importe qui d'entre nous qui se mettrait sur ce fauteuil-là, s'il est normal, s'il est bien conçu, s'il n'a pas de problème psychologique, il voudra absolument apporter quelque chose pour ce pays-là. Parce qu'on ne va pas s'asseoir dans ce fauteuil pour blaguer. Quand j'ai fini de dire ça, est-ce que le chef de l'État aujourd'hui pose des actes qui montrent que réellement, après les 5 ans, il va nous doiter des choses ou que les Béninois auront quelque chose sur quoi pour l'apprécier et savoir réellement qu'il a apporté un plus au pays? Certainement. Certainement, il le fait. Il le fait et nous n'avons pas encore... ce n'est pas tellement visible. Mais quand on voit les comportements des uns et des autres, quand on voit les réactions, les réticences et tout, ça veut dire que quelque chose se fait. Si rien ne se faisait, on n'aurait pas eu le tumulte qu'on a, des gens qui ne sont pas contents parce que ce qui se fait aujourd'hui se fait autrement. Et dans les pays comme les nôtres, lorsque une nouvelle alternance est en place et que certaines personnes ne retrouvent plus certaines postures ou bien les privilèges afférents à ces postures-là, eh bien, les gens jasent un peu. Mais dans le fond, le pays tourne. Tout le monde travaille, malgré les grèves et tout, les soubresauts. Je crois que même aujourd'hui, il y a une rencontre entre les syndicats et le gouvernement et que les négociations vont se poursuivre. Mais tout compte fait, nous avons tous intérêt. Ce n'est pas le chef de l'État seul qui doit avoir intérêt. Nous avons tous intérêt, tous les Béninois, que dès lors que nous avons choisi la démocratie et que nous avons des institutions et que nous avons une méthode pour pouvoir désigner nos responsables, et que dans la Constitution, c'est écrit que si vous êtes élu, vous avez la possibilité, vous faites 5 ans. Et si vous réunissez les conditions, vous avez encore 5 ans d'autres, et puis quand vous avez fait ça, vous êtes parti. Alors si c'est conçu comme ça, et que nous maintenons cela, est-ce qu'il serait de l'intérêt de quelqu'un qu'un gouvernement arrive et qu'on l'empêche de travailler, ne serait-ce que si c'est pour monter une brique de 10 pour le pays, si on l'empêche de le faire, et que si nous sommes continuellement dans la contestation, je crois que nous n'évoluerons pas. Donc, pour l'intérêt général, je crois que, a priori, quelles que soient les divergences politiques, on devrait soutenir, en tenant compte de notre constitution, on devrait soutenir chaque gouvernement qui arrive dans ce pays, et pour que ce gouvernement puisse avoir les moyens de mettre en application ses projets, son programme pour l'intérêt du pays. Parce que quand les infrastructures dont vous parlez, quand on va les mettre en place, et que
M. Talon viendrait au terme de son mandat, il ne les emportera pas chez lui. Quand on a critiqué monsieur, son Excellence, Nicéphore Soglo, pavé, les pavés sont là aujourd'hui et nous les utilisons, mais personne ne parle plus de ça. Donc, l'état de notre pays voudrait que nous soyons quand même assez clairvoyants pour comprendre que ce qui doit nous opposer ne doit pas l'être au point d'empêcher la gouvernance en cours de fonctionner réellement pour l'intérêt général. Mais vous avez indiqué que des actes sont posés, des actions sont initiées, mais elles ne sont pas visibles. Le mandat, c'est ce mandat de 5 ans. 2 ans sont passés. Nous sommes en train d'aborder déjà le 2e mois de la 3e année. Comment faire pour que ces actions-là que le chef de l'État entreprend ensemble avec son équipe soient visibles? Puisque c'est cette visibilité qui va justement rassurer les populations pour les visions. Oui, c'est vrai. Je conviens avec vous qu'il n'y a pas effectivement une ventilation de la communication autour des actions qui sont menées. Mais pour moi, l'essentiel, ce sont les actes. Dans un passé récent, on nous a montré des choses qui n'ont pas existé. Et la communication nous a fait croire que ces choses-là ont existé. Et ce n'est pas la suite qu'on découvre le contraire. Vous savez, M. Talon n'est pas un inconnu pour les Béninois. Vous savez très bien que moi, personnellement, je suis un pur produit du secteur privé et que ce monsieur, moi, je le connais depuis qu'il était encore entrepreneur avant de rentrer dans la politique. C'est un homme qui est très méthodique, très organisé. Quand vous ne verrez pas ces structures, en tout cas au moment où il était encore personnellement au manège, vous ne verrez pas ces entreprises impliquées dans des fausses déclarations, des impôts à payer, on n'a pas payé, des trucs comme ça, vous ne verrez pas ça. Et donc, s'il n'en tient qu'à l'homme, lui seul, je pense que tout ce qu'il a dit, ça va être fait. Vous vous rappelez les conditions dans lesquelles il a pris le pouvoir dans les griffes de M. Yaïbouni. C'est vrai que ce dernier n'était pas candidat, mais à le voir dans l'action, on croirait qu'il était encore candidat pour une 3e fois. Donc, l'homme est méthodique et très organisé. Maintenant, le pays en lui-même, pour qu'il réussisse, le pays, quand je dis le pays, les autres forces sociales, je parlais des forces sociales, société civile, médias, syndicalistes, la jeunesse, les femmes, tout ce monde-là, toutes les autres forces organisées de la République ont une partition à jouer. Donc, sa seule volonté, ne peut pas, cette volonté-là seule ne peut pas suffire. On connaît l'homme, il peut faire, mais lorsque, par exemple, des syndicats, pour un rien ou pour une virgule à déplacer, se mettent en grève. Hein? Vous avez élu quelqu'un qui vous a dit, c'est un capitaliste comme moi-même, je suis un capitaliste pur et dur, il est venu avec un certain nombre de réformes qu'il a développées de façon ouverte et publiquement lors de la campagne. Et il dit, c'est ce que je veux faire. Il vient au pouvoir et il veut déplacer une virgule, on lui dit, il faut qu'il passe 95% de son temps à discuter et 5% à travailler. Et donc, n'importe quoi, il veut faire grève. Le monsieur dit par exemple au port de Cotonou, je constate, et tout le monde est d'accord, que les sociétés publiques ne sont pas efficaces. Lui, selon son diagnostic, et je suis d'accord avec lui, c'est que l'État a toujours été un mauvais gestionnaire. Donc, je confie la gestion de la structure à un privé. Ça ne veut pas dire une privatisation. La privatisation, c'est lorsque vous prenez l'entreprise, vous remettez le patrimoine de l'entreprise et que vous le remettez à un privé. À date d'aujourd'hui, par exemple, le port de Cotonou fait partie du patrimoine de l'État. Mais il estime, et on ne peut pas le lui donner parce qu'il a été élu pour ça. Il dit, moi je veux déléguer la gestion à un privé. Laissez-le et que cette expérience échoue avant que de critiquer ou vous voyez les sillons venir avant que. Mais on ne peut pas aller, on va en grève, on conteste sur la base des intentions. Alors, dans une atmosphère comme celle-là, eh bien, je constate qu'il y a beaucoup de facteurs ralentissants. De sorte que, moi, je suis optimiste. Mais c'est dommage, nous n'allons pas pouvoir bénéficier de tout ce que ce monsieur a prévu pour le développement du Bénin. Vous savez, pour lever les goulots d'étranglement, il n'y a pas meilleur profil que celui de Talon.
M. Talon. Parce que, un, c'est un chef d'entreprise. Vous savez que le privé a toujours cette notion de rationalité dans la tête. Et puis, c'est un monsieur qui connaît l'administration. Il connaît l'administration pour avoir fréquenté le système. Voilà. Donc, quand il prend une décision, il faut l'analyser. Il y a une polémique, je crois, hier, je vous ai suivi sur votre chaîne, et on parle des salaires. On dit, voilà, et qu'il a doublé, il a triplé les salaires des collaborateurs de quelques-uns, et que les gens vont jusqu'à comparer. Non, c'est-à-dire que ce sont des facteurs. On va aborder ce volet-là tout de suite. Ce sont des facteurs, hélas, ralentissants. Et si nous ne savons pas faire, nous n'allons pas pouvoir tirer le maximum de l'homme. Quand je vois par exemple la jeunesse, et hier j'étais particulièrement content parce que j'ai suivi le président de la Fédération des jeunes entrepreneurs du Bénin qui disait que les PME se préparent pour pouvoir capter, par exemple, ce que le PAG contient comme activité et tout. Bravo, que des jeunes puissent avoir cette vision. Mais si nous passons notre temps à râler, à aller en grève, à marcher pour des conneries, je dis, ce serait dommage. Parce que depuis l'indépendance, c'est la seule fois que nous avons un tel profil. Parce que pour moi, le profil du candidat, du président de la République, c'est très important. Parce qu'il y a des choses que, lorsque vous voulez discuter avec lui, vous ne pouvez pas le faire parce qu'il connaît, il sait de quoi vous voulez parler. Et ça, quand vous avez quelqu'un comme ça, je pense qu'on a intérêt à travailler, à le prendre sur des faits, n'est-ce pas, sur des actions concrètes, plutôt que de presser, plutôt que de prêter des intentions, d'être dans la suspicion à outrance, d'être dans l'expression de la jalousie, de la haine. Ça, je pense que ce sont des facteurs limitants et je crains que nous ne puissions pas profiter vraiment de ce monsieur. Vous avez commencé par aborder le volet économique de sa gestion en parlant du port autonome de Cotonou. Justement, à ce niveau, ne pensez-vous pas, Séphérien Aouga, qu'il faut mieux expliquer quand le fonctionnement de cette maison avec la gérance privée qui se fait actuellement? Parce qu'on a eu dire que l'équipe, les 8 personnes, les 8 blancs qui sont arrivés sous l'autorité de l'entreprise qui gère désormais ce fleuron de notre économie, l'année coûterait à l'État environ 6 milliards. C'est l'information qui a été divulguée dans les médias, mais qui n'a pas été contestée par, en tout cas, les autorités du ministère de l'économie et des finances. À ce niveau, n'était-il pas important aux gouvernants, en tout cas aux autorités, d'expliquer à l'année ce que la gestion apportera justement à notre économie et démontrer que c'est nécessaire de payer à ces gens-là environ 6 milliards. Donc, l'information qui a été divulguée, c'est que l'État perd en mettant ce fleuron de l'économie nationale sous une gestion au privé. On ne peut pas, sans que la gestion ne dure au moins 1 an, logiquement, nous parlons logiquement, parce qu'on mêle beaucoup de sentiments. Et on ventile des choses. C'est dû à quoi? C'est ce sentiment? Oui, c'est dû à quoi? Non, il y a beaucoup d'activisme. De communication Non, d'abord, il y a beaucoup d'activisme politique où certaines personnes ont intérêt. Tout simplement, les gens continuent de ruminer l'échec des élections. Et puis, ont intérêt, ils ne veulent pas du tout que l'équipe qui est là réussisse et tout. Alors que l'équipe ne réussira pas pour elle-même, réussira pour le Bénin. C'est ce que ces personnes oublient. Maintenant, quand vous parlez du port, lorsqu'on mène une réforme, et la réforme, on n'a même pas fait 3 mois. Et des gens sortent des chiffres que vous me communiquez là, et ils font des déductions et tout. Alors, est-ce qu'ils ont les éléments de l'activité du port en 1 an? Et eux, ils peuvent savoir, ou bien c'est des prévisions qu'ils font pour tirer des conclusions? Non. Ils n'ont encore aucun élément pour sortir ces chiffres-là. Et maintenant, les chiffres qu'ils ont sortis, est-ce que c'est les salaires des 8 personnes là ou bien c'est autre chose? Si c'est les salaires des 8 personnes, il faut savoir que c'est invraisemblable. 8 personnes ne peuvent pas coûter en 1 an 8 milliards. C'est pas possible. C'est pas 6 possible. milliards. 6 milliards. 6 milliards. C'est le chiffre avancé. Oui, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, nous sommes à un certain niveau où on ne peut plus prendre certaines choses et sous l'effet. C'est-à-dire que les gens veulent surfer sur le sentiment de colère de certains compatriotes. Parce que nous sommes dans un régime qui engage des réformes
et qui oblige à changer de comportement. Et parfois, le fait qu'on demande à un individu de changer de comportement, ça pèse sur lui. Il réagit. Et il ne perçoit pas très vite l'importance de cela. C'est peut-être avec beaucoup de patience, quand il va se calmer, qu'il va commencer par utiliser la raison maintenant. Parce que nous faisons trop du sentiment, nous ne voulons pas réfléchir. Et nous ne voulons même pas faire l'effort de réfléchir. On ne veut même pas comprendre. Monsieur Paulin vient d'expliquer, et M. Vissot vient d'expliquer tantôt, que ce qui se passe au port, ce n'est pas que l'État a vendu le port au port d'Anvers, non. Non, l'État n'a pas vendu. Mais c'est seulement sur le plan de la gestion, Et le chef de l'État a expliqué, quand on dit qu'il n'y a pas de communication, lui-même a expliqué pour dire, j'ai la possibilité de nommer des directeurs comme d'autres présidents ont l'habitude de faire. J'ai la possibilité et c'est mon droit. Et personne ici ne peut me contester si je cherche, je vais dans un village, je trouve quelqu'un, je l'amène pour dire viens être directeur. Et j'ai des partisans. Je suis président, même si je ne veux pas faire la politique, je suis obligé à ce poste-là de faire la politique. Donc j'ai des partisans qui me bousculent et qui veulent ce poste-là. Mais j'ai vu que tout le temps qu'on a nommé quelqu'un, la personne n'a jamais été efficace et on n'a pas retrouvé une efficience dans la gestion de cet outil-là. Et pour l'intérêt de nous tous, pour moi, en tant que chef de l'État, je pense que si on avait une gestion confiée à un privé, que ça apporterait un plus. On n'a même pas expérimenté encore. Nous sommes au début. Et on a finalement, il est vrai qu'il a mis du sien pour qu'on puisse attribuer la gestion à ce port-là. Mais les gens n'ont même pas fait 3 mois. Et les chiffres qui sortent par ces chiffres-là, c'est des chiffres seulement pour dérouter, pour décourager, pour intoxiquer. Mais qui a intérêt à intoxiquer, à dérouter le gouvernement? Monsieur le journaliste, vous êtes au pays, non? Vous êtes au pays. Nous sommes 10 millions d'habitants. Nous avons tous intérêt à ce que le gouvernement réussisse. C'est pour le plaisir. Mais qui a finalement intérêt à dérouter, à intoxiquer? D'abord, moi je considère même que, je suppose même que les chiffres sont vrais. Les 6 milliards, je suppose. Mais est-ce qu'on vous a dit ce que l'équipe doit remporter comme bénéfice? C'est ce que je posais comme... Non, je suppose. Voilà. Ça veut dire que normalement, si on doit faire, si on est sérieux, qu'on fait un travail scientifique, c'est de dire, dans le passé, c'est un contrat d'objectif qu'on a signé avec eux, pour dire, vous devez nous rapporter tel montant à la fin du mois, ou à la fin du mois, ou finalement à la fin de l'année. Et si vous rapportez ça, votre rémunération, c'est tel montant. Alors, je suppose que les 6 milliards, là, c'est vrai. Mais pourquoi ceux qui agitent ce chiffre-là n'ont pas pris la peine de communiquer le montant assigné comme objectif au port d'Anvers? Ça veut dire que les gens sont malhonnêtes, ils ont de mauvaise foi. Moi, je dis, il faut que nous soyons un peu plus sérieux. On ne va pas passer notre temps à suspecter. Nous l'avons élu, il a une vision pour le pays. Nous allons faire la veille. La vision seule suffit-elle? Parce que on a l'impression que le gouvernement lui-même apporte de l'eau au moulin de ses détracteurs. Parce que récemment, vous avez lu dans la presse que la BID s'est retirée et faisant perdre à l'État plusieurs dizaines de milliards. On reproche à ce même gouvernement à son incapacité à mobiliser les ressources au plan international et à mettre la pression sur le privé, sur le privé afin de mobiliser les ressources fiscales. Non, autant d'éléments quand même qui apportent de l'eau au moulin des détracteurs du chef de l'État et de son gouvernement. Oui, cette information, je ne sais pas si elle est vérifiée. Et puis, même si elle est, si pas extraordinaire, c'est le cas, je pense qu'il faut prendre ça autrement. Moi, lorsque éventuellement on dit que mon pays a perdu de l'argent, je serais triste. Depuis 2 ans, mais j'en serais. Je suis gouvernement à mobiliser au plan international. On n'est pas à ce niveau. Oui. Je souhaiterais en tant qu'économiste, en tant qu'acteur du secteur privé, et que vous le vivez qu'on devrait non, moi je ne suis pas au gouvernement, je ne suis pas porte-parole du gouvernement. Mais vous avez les chiffres, vous avez quand même les informations. Ça veut dire que l'information, ceux qui veulent avoir l'information, ils l'ont. Mais lorsque les gens refusent de vous entendre et décident de faire de l'intoxication, quand bien même ils ont la réalité. Prenez un exemple concret. Cette affaire de salaire là.
tous les acteurs, ceux qui sont en train de faire de combattre, d'intoxiquer aujourd'hui, ils savent très bien que c'est une mesure de rationalisation des dépenses publiques, ils savent. Mais pourtant, ils disent que dans un pays où le SMIC est à 40 000, on décide de donner 2 millions de francs CFA à une personne. D'accord? Mais ils oublient exprès de dire d'où on vient et qu'est-ce que cette décision vient corriger. Alors là, dans un contexte comme celui-là, qu'est-ce que vous voulez? Lorsque les gens décident volontairement, n'est-ce pas, d'intoxiquer, vous n'allez pas demander à un gouvernement de laisser l'essentiel pour chaque fois répondre à l'intoxication. Ce qui est sûr, le monsieur a 5 ans à faire, d'accord? Et nous aurons le temps d'apprécier. Mais je trouve que c'est dommage que nous passions notre temps à faire des débats de personnes. D'accord? Et on pense qu'en compliquant la tâche à M. Talon, on le rend impopulaire, mais en définitive, nous créons du tort à ce pays. Et qu'on le veuille ou non, nous allons le payer. Si nous ne le payons pas, nous-mêmes, nos enfants ou petits-enfants le paieront. Donc je pense que nous avons intérêt à faire un débat scientifique. Ça suppose que, oui, on ne dit pas qu'il faut un unanimisme autour du chef de l'État, c'est pas ce que nous disons. Mais qu'on soit logique, qu'on soit, responsable dans tout ce qu'on veut alléguer. Il ne faut pas profiter de l'ignorance de nos compatriotes pour balancer des informations erronées, pour mobiliser la conscience collective dans un sens donné. Donc, moi, il y a des débats il y a des discussions qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas faire avec moi. Parce que ils savent ils savent avec qui ils font ce genre de débat. Parce qu'ils savent qu'ils ont décidé d'intoxiquer. Ça, on ne peut pas aller contre. Maintenant, c'est important, effectivement, que la communication descende, qu'il y ait un effort sur ce plan-là, d'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire de la ventilation, qu'il faut faire du gonflement de l'information et finalement passer le temps à vendre du vent. Je crois que c'est un homme assez discret et il y a beaucoup d'actions concrètes qui sont menées, que nous décidons, à tort ou à raison, de ne pas faire. Mais si le gouvernement qui est censé communiquer autour de ces actions ne le fait pas, le manque de communication donne libre cours à toute forme d'interprétation. Je suis d'accord par rapport à la communication gouvernementale qu'il y a beaucoup de choses qui se font et ils font de très bon travail, mais ils n'en parlent pas. Et j'ai eu même la chance de discuter avec quelqu'un qui fait partie du groupe. Et je lui ai dit, mais pourquoi vous ne communiquez pas? Ils ont dit, oui, dans le temps, on avait vu l'autre gouvernement communiquer de telle manière et tout. Nous, on a critiqué ça. Maintenant que nous sommes là, nous voulons faire le contraire. J'ai dit, mais non, vous faites erreur parce que nous sommes sur un terrain politique. Alors, si les bonnes actions que vous menez, si vous ne les expliquez pas, si vous ne parlez pas, les autres diront le contraire. Et il faut savoir qu'il y a toujours des échéances électorales aussi et que tout cela participe de la campagne déjà précoce. Donc, vous avez intérêt, pour votre propre gouvernement et pour l'intérêt du pays, il faut vraiment, véritablement que vous puissiez communiquer. Mais j'ai compris que rien n'a changé. Les gens continuent toujours de se taire. Et même les très bonnes actions que le gouvernement mène, on n'en parle pas beaucoup. Et on se dit que de toutes les manières, quand les résultats seront là, le peuple appréciera. Mais aujourd'hui, on a senti, nous sommes dans le pays, on a senti que les gens font exprès pour mettre dans la tête des Béninois une certaine forme de haine, de colère et tout. Donc on suscite le sentiment de colère aux Béninois qui ont intérêt à accompagner ce gouvernement pour l'intérêt général. Accompagner ce gouvernement, puisque ce serait du gâchis. Il faut voir combien nous dépensons pour aller élire nos présidents. Alors si nous dépensons tout ça, là, une équipe arrive et que nous empêchons l'équipe de travailler pour nous. Mais c'est le pays qui paie, puisque de toutes les manières, et ceux qui crient dans la rue, je ne veux pas les citer, les mêmes qu'on a connus dans ce pays, il n'y a pas très longtemps, et qui crient. Mais si on les rappelle, mais ils vont nous montrer un programme, ils vont vouloir travailler. Mais si au même moment on les empêche de faire le peu qu'ils souhaitent faire pour le pays, on les empêche de le faire, bon, on va toujours tourner comme ça, comme j'ai dit. Donc, nous n'avons aucun intérêt à verser dans la politique aérienne et à verser dans l'intoxication. Mais on parle des salaires.
On parle des salaires. Et des gens ventilent des trucs et on prend des chiffres. On prend des chiffres et on a oublié que les salaires, les chiffres qu'on nous a envoyés là, ce sont des salaires politiques. C'est des salaires politiques. Ça n'a rien à voir avec l'avancement et l'échelon que vous avez atteint, tout ça là. Ça n'a rien à voir. Et souvent, les gens n'ont pas l'appréciation. Les postes pour lesquels on a ventilé ces salaires-là, c'est souvent des postes qu'on ne vous affecte pas à ces postes-là, on ne vous nomme pas à ces postes-là. Si vous n'avez pas atteint un certain niveau, que même si vous êtes privé, vous devez être déjà à un certain niveau de connaissance au moins ou de ce niveau matériel. Si vous êtes dans l'administration, c'est sûr que vous avez déjà atteint un certain niveau où, quand on vous sollicite pour ce travail-là, et puisqu'il s'agit aussi de la politique, il y a des risques que vous prenez et tout, on vous met dans des conditions quand même les conditions qui ne sont pas moindres que celles que vous aviez connues avant d'être nommé. À quel niveau se pose alors le problème? La polémique qui polémique, dans le pays. La polémique, c'est encore pour susciter la colère, pour décrédibiliser l'équipe qui est là. C'est aussi un combat purement politique et c'est de l'intoxication malsaine qui n'est pas en faveur du peuple. Qui n'est pas en faveur du peuple. C'est seulement en faveur de ceux-là qui veulent se mettre se mettre à sa place, à cette place-là et nous diriger. Mais maintenant, si l'outil qu'ils utilisent là, c'est les mêmes outils que les gens utilisent contre eux. Mais moi, en tant que citoyen, je ne trouve pas ça intéressant pour le pays. Sinon, ce que les gens racontent là. Le problème que l'augmentation vient régler, et si on en avait parlé à l'opinion publique, par exemple, tout le monde, on sait très bien que cette augmentation a été faite suite à la suppression d'un certain nombre d'avantages au cadre de l'administration. Merci. Si on avait démontré au peuple ce qui se faisait au cours des 10 dernières années et ce qui se fait actuellement et mieux expliqué, je suis certain que le problème ne va pas se poser de cette façon. Et l'autre problème, justement, ça se pose lors des négociations gouvernement-syndicat. Les syndicats, les travailleurs ont commencé par réclamer une forte augmentation de leur salaire en brandissant comme argument ces éléments-là, que justement les DC gagnent tel montant, les secrétaires généraux des ministères gagnent tel montant, les ministres gagnent tel montant, et ça c'est au cœur des discussions. Alors nous émettons... Une seconde avant que oui. M. Vissor ne prenne la parole. Une seconde, M. Vissor. Mais bien avant, en janvier ou en février 2006, disons mars 2006, un peu avant la fin du mandat de 2011, un peu avant la fin du mandat de l'ancienne équipe gouvernementale, mais il y a eu un décret qu'on a pris. Un décret qu'on a pris pour donner des primes et tout pour les gens, et que dans ce décret, ces avantages-là étaient rétroactifs sur 10 ans. Et c'est ça que ceux-ci sont venus voir. Mais quand ils ont supprimé ce décret-là, ils ont aussi compris, ils n'ont pas supprimé par haine, par jalousie et tout, mais ils ont compris que ceux pour lesquels on avait conçu ce décret-là, ceux pour lesquels on veut donner ces avantages-là, ils le méritent vraiment, mais tel que c'est fait, on ne peut pas le faire comme ça. Et ils ont coupé la poire en deux pour dire, bon, voilà, on va leur donner ceci. Mais quand vous avez ça, vous n'avez plus de primes, de ceci, de cela, personne ne vous achète plus de carburant dans votre voiture et tout, c'est vous-même qui roulez. Donc, il n'y a que ça, c'est ce que les gens ventilent. Si effectivement c'est ces montants-là, il n'y a que ça, il n'y a plus d'autres. Et on vous a à l'œil aussi. On vous a à l'œil aussi, vous ne pouvez plus tremper dans des petits trafics de corruption et tout, non. On vous a à l'œil. Donc, c'est pour cette efficience-là que les gens ont opté, ils ont fait ce choix-là. Mais que des personnes d'un certain niveau pensent que non, c'est mauvais. Mais le siming était à combien quand d'autres avaient les possibilités de siphonner les fonds de l'État? Quand on a fait bancarisation dans ce pays-là, c'est pas dans l'administration là que les gens s'arrangeaient pour que les étudiants qu'on devrait payer, pour qui on doit payer la bourse et tout. Et on va déclarer théoriquement que c'est 29 000, alors qu'ils sont 26 000. Et quand on sort l'argent des gens, ce n'est pas les travailleurs de l'État, des cadres qui s'entendaient, et puis bon,
Et on dit à l'État, et on fait des papiers, tout ça là, ça passe, et les gens signent, ceux qui doivent signer, signent. Et on dit on va payer pour 29 000, et alors qu'il n'y a que 26 000. Et on prend l'argent de 29 000, et le reste là, on l'empoche. Alors, c'est pour éviter tout ça là, que ceux-ci sont en train de dire, bon, ceux qui sont à un certain niveau de décision, et qui ont la possibilité peut-être de tricher, de faire ça, et que s'ils le faisaient, ça pourrait déséquilibrer l'économie du pays, ça pourrait affaiblir la caisse publique. Mettons-les dans les conditions, fichons-leur des règles et surveillons-les. Et si quelqu'un ne respecte pas, ben, il sera puni. Et c'est ce qui se fait. On reproche au gouvernement de n'avoir pas généralisé cette mesure parce que les cadres de l'administration publique ont vu certain nombre de leurs avantages entièrement supprimés et n'ont pas connu une certaine augmentation. Donc, le salaire n'a pas connu une certaine augmentation, d'où la frustration qu'on observe au sein des fonctionnaires, de l'administration publique. Non, d'abord, sur cet aspect précis de la question, c'est précoce de dire qu'on n'a pas généralisé. De quoi ils ont commencé, je pense qu'ils vont pouvoir agir sur tout le plan. N'était-il pas bien, ne serait-il pas bienséant de commencer déjà par les fonctionnaires avant de remonter? Est-ce que les fonctionnaires ont les mêmes responsabilités que ceux qui ont des pouvoirs politiques? Vous avez idée de ceux qui font le travail, c'est des techniciens de l'administration publique. Ce n'est pas le ministre qui fait le travail technique. Non, c'est la responsabilité politique. La gestion d'un pays, c'est d'abord politique. C'est d'abord politique. Si vous n'avez pas une bonne politique, d'accord, malgré votre technicité, vous allez échouer. On a vu avec M. Talon ici, où quand il a voulu être technique au début, on a vu la suite. Et là, il a compris, un homme intelligent, qu'il faut changer de fusil d'épaule. Mais là où moi je ne nous comprends pas, c'est que, vu de dehors, nous pensons qu'on aurait augmenté le salaire de ces cadres, directeurs de cabinet et secrétaires généraux. Mais si vous connaissez un seul parmi eux, qui a été une fois directeur de cabinet, d'accord, en tout cas qui a occupé ce même poste par le passé, et vous lui demandez maintenant son avis suite à cette décision, il sera amer. Il ne sera pas du tout content. Parce que vous ne pouvez apprécier la situation actuelle à sa juste valeur qu'en la rapprochant à ce qui se faisait de la situation antérieure. Sinon, vous ne pouvez pas, si vous dites aujourd'hui que vous êtes employé et vous estimez que vous êtes mieux traité, forcément, vous parlez en fonction de votre poste antérieur. Donc, vous ne pouvez pas considérer votre situation telle et dire que c'est bon ou mauvais sans pouvoir la rapprocher d'une situation antérieure. Mais ce qui se passait, c'est quoi? Les gens avaient des bons d'essence à quantité de millions. Ça, c'est fréquent, ça. Vous voyez les véhicules, plaques bleues, plaques rouges en circulation. La tendance générale, c'est que les gens sont dans un restaurant en train de manger et le véhicule est laissé en marche, climatisation en marche avec le chauffeur à l'intérieur. C'est fréquent, ça. Vous voyez des bons les maîtresses avaient des lots de bons d'essence partout. Vous avez connaissance de l'existence. Ça me fait. Vous en avez vu, vous? Ça me fait quand même au moins 40 ans que je vis dans ce pays. Mon père et ma mère sont béninois, donc je connais un peu le pays. Donc je sais de quoi je parle. D'accord? Donc, c'est un pays où il y avait beaucoup de... Les gens sont théoriquement à un salaire de 100 000, mais leur revenu, parce qu'il faut différencier le salaire du revenu. Ici, ce qu'on a là, c'est à la fois le salaire et le revenu. En tout cas, pour ce qui concerne, pour ce que l'État béninois va vous payer. Et vous pensez que c'est trop? Mais ce n'est pas possible qu'on puisse raisonner d'une manière avec des constantes comme ça. Parce qu'il y a une démarche entre choses. Donc, je pense que moi... M. Talon connaît très bien l'administration béninoise. Et pour le peu que je connaisse de ce monsieur, avant qu'il ne vienne sur l'arène politique, s'il arrive à prendre cette décision, c'est parce que justement, il a corrigé une situation. Et ça, c'est flagrant qu'il y avait beaucoup. Mais moi, je connais le cas de Sonapra et de Sodeco. Quand Sodeco a vu le jour, qu'est-ce qui s'est passé? On a pris un certain nombre d'employés de la Sonapra qu'on a renvoyés à Sodeco. Ces derniers, les employés qui étaient là, gagnaient théoriquement plus, même au début, ils étaient contents. Mais la conséquence, c'est que les laisser-aller que vous avez au niveau de la Sonapra, vous ne pouvez pas avoir ça, vous ne pouvez plus. Donc les gens sont à 1 million, d'accord? Mais ils n'ont plus d'à côté. Ils sont obligés de travailler. Mais de l'autre côté, le travail pour lequel ils sont payés, on transforme ça en commission
Et quand on dit on met une commission sur place, il y a des jetons de présence qu'on donne aux gens, même si les gens ne sont pas réellement présents. Oh, ils peuvent venir au boulot à 10 h et rentrer quand ils veulent. Ça, on connaît ça. On ne me demandait pas de preuves. Donc, c'est une situation réelle. Mais aujourd'hui, ça va être difficile pour un DC de disposer encore de 4 véhicules de fonction, d'aller dans un restaurant, laisser le véhicule en marche, dehors, climatisation allumée, et de venir 45 minutes après, et le véhicule c'est toujours en marche. Ça va être compliqué parce que désormais, c'est lui-même qui mettra l'essence dans la voiture. Et ça, c'est une très bonne décision. Mais l'autre chose, on dit oui, il y a des ministres qu'on paye à des salaires. Voilà. Je dis, quand vous voulez payer quelqu'un, vous payez la personne sur la base de ce que vous attendez de lui. Et la personne sur la base de ce qu'il est, de son expertise. Mais monsieur Belentin, si quelqu'un veut vous recruter aujourd'hui en tant que journaliste, il va dire oui, c'est parce qu'au Bénin, il y a des journalistes qui gagnent 100 000, donc moi je vais vous payer 100 000. Non. Il vous prend en tant qu'expert. Et il paye ça pour ça. Et il vous dit, voici ce que je veux de vous. Il ne paye pas parce qu'il voit la famille, les gens dans la famille, vous êtes le seul intellectuel. C'est pas ça. C'est un raisonnement qui n'a pas de sens, à mon avis. Vous avez un expert devant vous, quelqu'un devant vous. Si vous voulez sa compétence, vous payez. Vous payez le coût. Vous n'allez pas dire que bon, les gens ne mangent pas bien ici, donc ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et la seule personne qui peut décider, en tout cas pendant 2 ou 3, 4 ans encore, 3 ans ou plus, au moins, c'est encore celui que nous avons élu. Et s'il fait mal, il va répondre. En 2019. Donc, moi, je pense que l'essentiel de ce qu'il entend faire pour l'année à venir, il l'a exprimé le 22 décembre dernier, le 22 décembre 2017, devant la représentation nationale à travers son discours sur la nation. On ne voit pas trop les signes. Je disais tout à l'heure que 2019, on aura les élections législatives. On est en 2018, c'est-à-dire la transition, la guerre de positionnement et tout ça dans les couloirs. Est-ce que dans cet environnement, ce gouvernement-là pourra asseoir vraiment sa politique de développement dans cet environnement hautement politique? Est-ce qu'il y a des signaux vraiment favorables pour cette année? Il y a des signaux, il y a des choses qui sont en train d'être mises en place. Et peut-être d'ici encore un mois, vous verrez, c'est une équipe sérieuse. Hein. C'est une équipe sérieuse. En dehors de tout ce que les gens racontent, et puis on comprend, vous avez parlé de l'approche des élections et tout, même sans l'approche des élections, j'ai dit tantôt qu'il y a des gens qui continuent toujours dans la fièvre électoraliste, qui n'ont pas consommé leur chèque, et puis bon, c'est leur droit. Mais il y a des choses qui se font. Et des projets sur les routes, le contournement de Cotonou. Le contournement, ça, c'est à l'étape de projet. Oui. Il n'y a encore aucun signe sur le terrain. Non, c'est des dossiers pour lesquels... On a parlé je crois, la création d'une ville, je crois, numérique à Sémécra. Ça également, bon, les populations veulent voir les choses. Oui, c'est pas des choses... Elles veulent voir du concret. Ce n'est pas des choses qui se font une fois qu'on les dit. Il faut toute une préparation en amont. Et d'abord, il faut une préparation pour arriver là. Et ces préparations-là sont à un certain niveau qui me permet à moi de dire que bon, les gens verront. Ce n'est pas des incantations. Il y aura des choses qui se feront et les gens seront surpris. Beaucoup seront surpris de voir finalement que mais on ne savait pas que ces gens étaient si méticuleux, qui travaillaient comme ça. Il est vrai qu'il n'y a pas assez de propagande. Ici, on nous a habitués, rien que pour les routes, là, on va faire pose de pierre 10 fois. On nous a habitués à ça. Ceux-ci, maintenant, c'est quand ils sont prêts, véritablement, de commencer le travail qu'il faut. Mais avant, quand même on a conçu le projet, on va faire pose de pierre. Quand on ouvre l'appel d'offres, on va faire pose de pierre. Quand finalement il y a adjudication, on finit, on va faire pose de pierre. Et puis, quand on finit de faire cela, on invite les partenaires, les gens viennent faire discours et on dit que, bon, on a déjà une partie du financement, il reste l'autre partie. Quand on a reçu l'autre partie maintenant, et c'est le jour où on veut travailler, on va encore faire pause. Ceux-ci-là, ils ont dit, c'est du cinéma, tout ça là. On attend. Et c'est ça qui fait que vous pensez que ce que les gens ont promis, qu'ils ne le feront pas. Il y a des équipes qui travaillent. C'est pas moi qui pensais. Moi, je sais que vous, que certaines personnes posez la préoccupation, les préoccupations des populations. Non, ça va se réaliser. Maintenant, 2019, effectivement, nous sommes
dans une situation où le chef de l'État qui est là a voulu d'une réforme du système partisan. Et aujourd'hui, il est vrai que la révision constitutionnelle n'a pas abouti. Mais qu'à cela ne tienne, on peut toujours faire, si les hommes politiques sont vraiment sérieux, on peut toujours mener la réforme du système partisan sans même forcément faire la révision. Si les gens s'entendent et que c'est l'amour du pays qui les réunit, ils peuvent se mettre ensemble et réduire le nombre de partis, tout ça là. Ils peuvent se mettre ensemble volontairement, aucune loi n'interdit cela. Maintenant, il peut y avoir des frictions un peu à ce niveau-là. Il peut y avoir des frictions que, bon, au niveau des positionnements de liste, tout ça là. Ce n'est pas seulement pour ce gouvernement, ça a toujours été des moments difficiles pour les gouvernements, puisque, bon, il y a ceux qui sont proches et tout, qui souhaiteraient, qui ont des envies politiques, qui ont des ambitions politiques. Si on ne les positionne pas bien, ça peut susciter quelques colères. Mais je crois que ce que je perçois là, il y a un engagement formel. Il y a un engagement formel qui se dessine pour ceux qui constituent une certaine bloc là aujourd'hui pour appuyer le chef de l'État et qui ont compris qu'il est de bonne foi et qu'il veut du bien pour ce pays. Je crois que ceux-là vont trouver les moyens pour se mettre ensemble pour que nous connaissions des échéances électorales. Tout n'est pas rose. Sur quel levier le gouvernement doit travailler pour la réussite de son mandat unique en griffe? Alors, parce que tout n'est pas rose, vous le savez très bien. Oui, bien sûr. Et le sens de nos propos, on se complète. Manifestement, ce n'est pas de dire que tout est rose et que... Qu'est-ce qu'il faut changer véritablement, le peuple porte en triomphe à la fin de son mandat? C'est de travailler, hein, c'est de poser des actes concrets. C'est-à-dire que s'il annonce quelque chose, avant que de venir nous annoncer quelque chose publiquement, il faut que nous ayons... Il faut qu'il ait l'assurance que ça va se faire. Et le rythme du développement, hein, des actions, la célérité des actions à mener dépend en fait des populations, des forces vives. Parce que si vous vous comportez comme ça se passe actuellement à Glodjibwe, ben, vous allez retarder inutilement les projets. Parce que si le gouvernement avait annonce, d'accord, et veut appliquer les tests de la République et des populations, même quelqu'un qui a été élu, quand vous êtes élu, CA par exemple, vous êtes là, vous n'êtes pas là pour contredire l'action du pouvoir central. C'est de servir de complément, c'est de permettre à l'État d'exécuter sa décision prise au sommet. Et c'est vous maintenant qui organisez encore une rébellion sur le terrain. Heureusement que nous avons ce procureur, je le salue ici sur votre plateau, heureusement que nous avons ce procureur de Calavi qui a pris ses responsabilités. Ça ne fait pas sérieux. Un endroit déclaré zone d'étude depuis près des années. Vous vendez la parcelle, on veut mettre en application. On a longuement discuté de des actions comme ça, je vous dis. Justement, quand des cadres de l'administration ont induit les populations en erreur, ces cadres-là, est-ce qu'on les a identifiés, on les a punis? Ces cadres-là, c'est qui? Les populations qui ont acheté des parcelles, qui ont détenu des parcelles, et qui ont fait des papiers de ces parcelles-là dans nos mairies. Dans nos mairies où se trouvent des cadres de l'administration et qui ont validé et qui ont perçu également de l'argent de ces populations qui n'ont pas orienté ces populations pour leur dire attention, ces parcelles que vous achetez, que vous voulez acheter, c'est des domaines qui appartiennent à l'État. Ça n'a pas été fait, justement. En fait, à aucun moment, ces personnes ne se sont pas senties inquiétées. Oui, en fait, vous apportez de l'eau à mon moulin. Parce que quand les gens... Oui, bien sûr. Pas du tout. Bien sûr, je vais vous démontrer comment. Vous savez qu'aujourd'hui, toute la critique aujourd'hui, on dit que c'est M. Talon qui ne fait rien. Tout à fait. Que c'est son équipe qui ne fait rien. D'accord? Mais qu'est-ce que vous voulez? On se rend compte que les mêmes personnes qui doivent contribuer à ce que nous ayons le développement dans le pays, ils posent des actes anti-développement. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que M. Talon peut faire? Lorsque un CA, par exemple, des gens dans une mairie décident de violer la loi, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Vous allez tout le monde en prison? Dans un état de droit, ceux-là qui ont violé la loi, on doit pouvoir les identifier, d'accord, et les punir. Qui vous dit qu'il n'y a pas des actions en cours dans ce sens? J'en ai pas connaissance. C'est pas parce que vous n'avez pas vu que cela n'existe pas. Pour le moment. Mais il faut dire, ma conclusion sur ce sujet-là, c'est quoi? C'est que le développement de ce pays, il ne faut pas penser que c'est en contredisant, en injuriant tous les jours M. Talon que nous allons réussir. Tout le monde a sa part, à jouer. Et si nous ne travaillons pas et nous pensons que c'est un hypothétique monsieur qui va venir développer le pays,
c'est une erreur grave. On va conclure avec vous en 30 secondes. En 30 secondes, je réponds à vous parler de ceux qui ont acheté, à qui on a signé des trucs, tout ça là, et ceux qui ont signé et qui ont violé la loi. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas les chercher? Ça peut se faire seulement si vous avez une convention et que vous allez au tribunal, vous portez plainte, alors on peut remonter et aller chercher le chef de village qui vous a signé le certificat de non-litige et le maire ou bien le CA qui a signé tout ça là. Là, tous ceux-là seront interpellés et ils vont répondre pour dire mais pourquoi est-ce qu'en 2006, la zone a été déclarée d'utilité publique et vous êtes là, vous avez signé tout ça là. C'est comme ça se fait. Ça ne fonctionne pas qu'on va à la télé et on dit voilà, bon, tous ceux qui ont signé, on est en train de les poursuivre, de les pourchasser. Non. Donc, tous ceux qui ont un domaine là-bas, qu'aujourd'hui l'État est en train de dire non, vous ne pouvez pas rester là, alors que depuis 2006, c'est déclaré zone d'utilité publique. Tous ceux-là qui ont des papiers bien signés et tout là, ils n'ont qu'à aller au tribunal. Et le tribunal va s'occuper de tous ceux qui sont impliqués dans ça. Pour l'émission, vous avez une conclusion. Je nous invite au travail. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, il faut travailler. Hein, il faut travailler, il faut faire du bon travail, un bon boulot, c'est tout. L'instant débat. Monsieur Talon ne va pas rentrer dans le travail. 2018 sera-t-elle vraiment l'année des grandes réalisations? Quels signaux favorables? C'était le thème donc de ces débats à fait croiser sur Télévision Diaspora FM.